Bonjour, bienvenue dans Première Dame. Dans ce podcast, nous partons chaque mois à la rencontre d'une pionnière, d'une femme d'exception. Ces femmes, elles vont nous raconter leur parcours, leurs victoires, mais aussi leurs difficultés. Dans cet épisode 5, nous allons parler féminisme, tout simplement. Bonjour Jacqueline Feldman. Bonjour. Vous avez 83 ans, vous êtes l'une des fondatrices du MLF avec bien d'autres, le mouvement de libération des femmes dont on fête le 50e anniversaire cette année et on se rencontre à Paris, chez vous. Alors, je voudrais commencer par vous parler de cette anecdote. Le 23 novembre dernier, il y a eu la marche Nous Toutes contre les violences sexistes et sexuelles contre les femmes. Ça a rassemblé au moins 50 000 personnes à travers la France et dans le cortège parisien dans lequel je me trouvais, à plusieurs reprises, l'hymne des femmes a résonné. Ah, l'hymne des femmes, écoutez, j'y étais pas vraiment, donc je ne suis pas un bon témoin pour ça. Mais enfin, en tout cas, quand d'un seul coup le MLF a éclaté, vous savez, c'est d'un seul coup que c'est arrivé. Un peu comme MeToo actuellement. On ne le prévoit pas. On sait bien qu'il y a des problèmes. Mais bon, chacun les vit un peu personnellement. Et puis tout d'un coup, il y a un caractère social. La mayonnaise prend. Et d'un seul coup, donc le MLF a démarré. Donc il y avait plusieurs groupes. Notre spécificité, c'était qu'il y avait beaucoup de groupes. C'est un des groupes qui a fait ça. C'était sur la musique, une musique qui est bien connue, qui était une musique du camp de concentration, je crois, si je me souviens bien, c'est ça. Donc une musique forte, une musique de rébellion, d'espoir aussi. Utilisée dans quel contexte ? Quand on allait faire des manifestations. Et je ne peux pas vous dire non plus à quel moment c'est arrivé. C'est dû être arrivé 71, 72, quelque chose comme ça, dans les tout débuts du MLF, où il y avait une créativité extraordinaire d'un seul coup qui s'est produite, qui nous a toutes complètement étonnées, quoi. Alors là, on va remonter le temps, on va remonter en 1967. Un groupuscule féministe se forme à l'automne, dont vous êtes notamment à l'initiative. Il s'appelle Féminin Masculin Avenir. À l'époque, qui étiez-vous ? Alors moi, j'étais déjà établie, j'avais plus que 30 ans. Et j'étais mariée, j'avais des enfants et j'étais chercheur au CNRS. Mais j'avais toujours milité, j'avais toujours essayé d'intervenir dans la société à mon niveau pour essayer qu'elle aille dans un sens meilleur. Et j'avais donc milité pour la décolonisation. Et puis je m'étais dit que la cause des femmes, c'était une cause que personne ne prenait. Le féminisme était très mal vu. Notre groupe ne s'est jamais appelé féministe à l'époque et même encore pendant plusieurs années avant que le féminisme commence à trouver une certaine honorabilité. Disons, la blague, c'était toujours de dire « je ne suis pas féministe, mais ». Il fallait toujours commencer à se désengager du féminisme pour dire qu'après, les choses allaient mal, il fallait faire ça, et avoir un discours complètement féministe. Mais ça n'existait pas. Donc c'est un de mes grands plaisirs, en fait, un de mes grands bonheurs de m'apercevoir que maintenant le mot féminisme est très à la mode, et même je dirais plus qu'à la mode actuellement. Qu'est-ce qui n'allait pas selon vous ? Personne ne voulait dire qu'il y avait des problèmes. C'est-à-dire, moi, je les avais ressentis très jeunes, en fait. À l'âge de 7 ans, là on dit que c'est l'âge de raison, l'âge de 7 ans, j'avais regardé un peu la société autour de moi et puis je m'étais dit, les choses vont être plus difficiles pour moi parce que je suis une fille. Alors je trouvais que effectivement les garçons avaient le droit de faire beaucoup plus de choses que nous et que nous-mêmes, on était très timide, qu'on n'osait pas grand-chose. Et je sentais ça à moi, que le fait d'être femme ne m'autorisait pas
à faire des choses. Peut-être des filles qui avaient des garçons, c'était autre chose dans leur famille, mais moi, j'avais pas de garçons dans ma famille. Et j'avais très peur des garçons, je les trouvais très agressifs. Et je me souviens une fois d'avoir été très humiliée parce que je m'en étais ouverte à mon père en disant, il y a un petit garçon, là, vraiment, il passe son temps à me courir après. Et évidemment, le père avait un petit peu souri en disant, il t'aime bien, quoi. Mais c'était pas moi, je trouvais que c'était pas une façon de m'aimer, quoi, vraiment. Et mon père avait un peu rigolé en disant, mais enfin, il a une tête de moins que toi. Et je m'étais rendu compte qu'effectivement, j'étais trouillarde. Et je me disais que, voilà, j'étais trouillarde et c'était encouragé en tant que fille. C'est-à-dire, je me disais que si j'avais été trouillarde en tant que garçon, j'aurais dû surmonter ceci. J'aurais dû combattre ça. Mais là, on m'encourageait. Et donc, c'était aussi une humiliation. Et puis donc, surtout après que les garçons avaient le droit de faire plein de choses que les filles. Les filles, il fallait faire attention, il fallait être sage, il fallait faire attention de la façon dont on s'habillait. Quand j'étais jeune, on m'a beaucoup rapproché de ne pas faire attention à mon apparence extérieure, tandis que les garçons, au contraire, ça faisait un certain charme, un charme de bohème, disons, de ne pas s'occuper de soi. Est-ce que la fille, non, il fallait absolument qu'elle soit, disons, un objet sexuel, quoi. Ce qu'elle continue à être. Moi, je continue à regarder à la télé et un peu partout, si vous voulez, aussi. Il y a des femmes, par exemple, je regardais il n'y a pas longtemps une photo de personnes haut placées, des politiciens haut placés. Il y avait un homme et deux femmes sur la photo. Bon, donc il y a des femmes maintenant. Ça, c'est tout à fait nouveau. Mais alors, elles font vraiment très attention d'être très féminines, très bien habillées. Donc là, ça n'a pas changé. Vous disiez que le féminisme n'était pas à la mode quand vous avez commencé, vous, à vous engager. Pourtant, dans les années précédentes, il y avait eu des victoires. En 1944, le droit de vote. En 1965, l'autorisation d'ouvrir un compte en banque. En 1967, la légalisation de la pilule. Et du coup, avec ces avancées, peut-être que beaucoup estimaient que l'égalité, elle était gagnée finalement. Voilà, c'était ce que disaient les gens. Maintenant, c'était gagné, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors les problèmes, selon vous, quels étaient-ils ? Mais les problèmes, ils étaient aussi... Bon, ils étaient qu'il restait encore des choses au niveau du nom, par exemple, et même ça continue à rester. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, y compris chez les féministes, il y a beaucoup de femmes qui prennent le nom de leur mari. Et ça, c'est un symbole qui me semble fort, mais qui apparemment n'est pas encore passé complètement. Voilà, ce symbole-là, garder son nom. Moi aussi, hein, j'ai pris le nom de mon mari quand je me suis mariée. J'étais très contente de me débarrasser de mon nom. Puis après, quand j'ai commencé à avoir une conscience féministe plus affirmée, je me suis dit, mais enfin, un nom, c'est important, quoi. C'est un symbole important. Comment on prend le nom de son mari ? Et donc, j'ai fait marche arrière et j'ai repris mon nom de jeune fille. Il l'a pris comment, votre mari ? Oh, bien. Oui, non, lui était féministe, c'est pas là-dessus qu'on a eu des problèmes. Voilà. On disait qu'en gros, effectivement, les choses étaient gagnées. C'est vrai que beaucoup de choses avaient été gagnées, il n'y a pas de doute. Mais le problème restait surtout, je crois, psychologique. C'est-à-dire qu'on était imbibé, justement, de cette façon d'être fille ou d'être garçon. Et je crois que ça existe encore, même si ça change un peu. C'est-à-dire que je crois qu'il y avait toute une révolution psy à faire. Et puis ensuite, il y avait le problème du corps, effectivement, qui était un tabou extraordinaire, la sexualité était un tabou extraordinaire. Et justement, quand on a commencé à FMA, avec Anne Zielinski, on était d'accord sur le fait que la sexualité, c'était l'essentiel, quand même, l'essence du rapport entre les hommes et les femmes. Et par conséquent, il fallait en parler. Vous avez été d'ailleurs l'une des premières à en parler, parce que c'était tabou. Alors justement, c'était très tabou. Par exemple, en 67-68, moi j'avais pris contact avec André Michel, qui était la seule sociologue féministe qui travaillait vraiment sur les femmes, et encore, elle n'avait pas le droit de travailler. Elle nous disait qu'elle n'aurait pas eu le droit de travailler sur les femmes au CNRS, donc elle travaillait sur la famille. Bien, parce qu'on ne pouvait pas travailler sur les femmes, ça n'était pas un sujet.
Moi, j'avais ma propre expérience qui était évidemment limitée, mais donc il y avait eu les rapports Kinsey. Les rapports Kinsey, qui étaient la première chose scientifique qui avait été faite, et encore, ils ont été beaucoup critiqués, mais enfin, c'était une base scientifique, et donc, qui avait été en 47 et 48, les rapports, les comportements sexuels de la femme et de l'homme d'abord, et de la femme 2 ans après, et je les avais étudiés. Ce qui me donnait une base, disons, de discussion sur laquelle je pouvais intervenir en disant, ben voilà, Kinsey a montré que... Et j'avais donc tout un discours qui était possible autour de Kinsey. Alors, André Michel m'avait fait inviter par Colette Garrigue, qui était une journaliste qui avait travaillé d'abord avec André Michel et qui faisait une émission à la radio. Et elle avait fait une émission sur le couple en 1966 ou 67, quelque chose comme ça, et j'avais été invitée à y participer. Et là, effectivement, j'étais la seule à parler de sexualité. Toujours grâce à mon Kinsey, évidemment, c'était ma référence et c'était mon arme, si vous voulez, et j'étais la seule. On parlait du couple, mais j'ai été la seule à parler de la sexualité. Voilà. Au début, quand vous avez commencé à en parler dans l'espace public, vous avez pris un pseudonyme. Alors oui, j'ai pris un pseudonyme parce que à l'époque j'étais physicienne, parce que après j'ai changé, je suis devenue sociologue au CNRS, mais à l'époque j'étais encore physicienne, donc c'était absolument impossible qu'une physicienne se mette à parler de sexualité. C'était par rapport à votre métier et votre employeur ? C'était par rapport à mon métier, c'était par rapport à tout le monde. Donc, avec Anne Zielinski, nous avons essayé d'écrire un livre aussi sur la sexualité pour regarder ce qui se passe. Et on voyait bien que les choses bougeaient, on le sentait. Que depuis la Deuxième Guerre mondiale, les choses commençaient à changer, c'était un petit peu moins tabou. En tout cas, ça se libérait peu à peu. Moi, je sais que j'avais été très frappée quand j'étais adolescente par Françoise Sagan. Voilà. Françoise Sagan, c'était un modèle de libération sexuelle pour nous. Elle avait écrit à 17 ans et elle racontait sa nuit d'amour et elle parlait de l'orgasme. Elle disait qu'elle l'avait eu dès la première nuit à cause de l'attention de son amant. C'était des choses inouïes qu'une jeune fille puisse écrire ceci à 17 ans, quoi. Donc c'était vraiment une des marques de la libération, dont on sentait bien que les choses changeaient par rapport à ça. Et donc, en plus, moi, j'étais mariée avec un Norvégien, donc je passais pas mal de temps en Norvège. Et en Scandinavie, ils étaient en avance sur nous. J'ai vu des femmes bousculées, j'ai vu des grenades claquer, j'ai entendu la foule hurler. Ah, le joli bois de mai à Paris, ah, le joli bois de mai à Paris. Avant la création du MLF, dont vous avez commencé à parler, il y a eu quand même mai 68, alors, voilà. Où les lignes ont commencé à bouger, oui. Même si au début c'était surtout les problématiques économiques, sociales qui étaient abordées, et vous avez justement voulu amener cette problématique féministe au sein du débat. Alors, c'était pas uniquement, il y a eu deux tendances, il y a eu deux choses qui se sont entremêlées en mai 68. Il y a eu effectivement des considérations, disons, politiques, c'est-à-dire il fallait faire la révolution, une révolution socialiste, disons. Mais le début, quand même, ça a bien démarré sur quelque chose de sexuel, en fait, aussi. Une des premières choses qui ont démarré, c'est bien autour d'une piscine qui a été inaugurée par le ministre de l'Éducation de l'époque, et des garçons, des étudiants qui sont venus demander à ce que les garçons aient le droit de venir dans les chambres des filles à la cité universitaire, parce que les filles avaient le droit d'aller dans les chambres des garçons, mais pas l'inverse.
Donc ils sont venus demander ça, l'égalité donc sexuelle en fait. Vous avez animé un meeting à la Sorbonne occupée, parlez-moi de ça. Alors on en a même fait plusieurs, je crois qu'on en a fait 3 en tout, moi il y en a un surtout dont je me souviens bien. On est allé, Anne et moi, à un bureau où on distribuait les amphithéâtres. Alors on a dit voilà, nous on voudrait faire quelque chose sur la femme et la révolution, puisque la révolution était à la mode, la femme et la révolution. Et on nous a dit et très bien, c'était évidemment des étudiantes qui tenaient toute la bureaucratie, si vous voulez. Alors nous on a regardé, on a vu effectivement qu'il y avait une répartition des rôles très conforme, disons, c'est-à-dire que c'était... Au sein des étudiants ? Oui, au sein des étudiants, absolument. Au sein des étudiants. C'est-à-dire les hommes parlaient et... Les hommes parlaient, et les femmes prenaient les notes, faisaient le secrétariat, s'occupaient des enfants, enfin, voilà, oui, complètement. Et d'ailleurs, c'est là, qui a fait qu'un certain nombre d'étudiantes, qui étaient de mai 68, se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, ce qu'on a fait surtout, nous, avec Anne, si vous voulez, c'est aller distribuer notre tract dans la cour de la Sorbonne sur le thème, justement, de l'anti-hiérarchie. Le mouvement était anti-hiérarchique. Et alors, on disait, mais toi, étudiant qui met tout en question, l'hiérarchie des profs, la hiérarchie des classes sociales supérieures, etc. As-tu pensé à remettre aussi la question de la hiérarchie homme-femme ? Et ça, effectivement, en 68, il y avait pratiquement personne. C'était pas encore le moment. Et pas beaucoup de gens ont lu notre acte, si vous voulez. Mais en fait, quand même, les filles se sont rendues compte, par exemple, il y en a une qui peut vous raconter comme ça, qui est devenue une très active après au MLF, que quand elles allaient avec les garçons pour soutenir les ouvriers en grève, on leur suggérait que les pauvres ouvriers, ça serait quand même bien de coucher avec eux, parce que d'abord, elles étaient des femmes qui devaient être libérées. Donc la libération dans la tête des femmes à l'époque, des garçons à l'époque, en mai 68, c'était les femmes devaient coucher très facilement. Voilà. Qu'est-ce que vous avez dit, expliqué pendant ces meetings Donc on avait à l'époque, on savait qu'il y avait un problème, mais on n'était pas très bien formés pour parler devant un grand public. Donc on avait fait venir Evelyne Sulro, qui était une sociologue, et qui parlait surtout du travail des femmes, en fait. Parce que la France a toujours eu ce côté féministe, de défendre le travail des femmes par rapport à d'autres pays. Bon, donc ça, c'était une constante. Une autre réunion, on avait sur la sexualité. Alors là, on n'avait quasiment pas... moi, à part faire un cours sur Kinsey, on n'avait pas grand-chose à dire, si vous voulez. Alors, mais qu'est-ce qu'il disait, ce Kinsey ? Racontez-nous. C'est un Américain ? Oui, alors il a fait ça toute une équipe. Alors, à l'origine, Kinsey, c'était un zoologue, je crois, ce que on lui a beaucoup reproché. Et puis, il s'est rendu compte, comme zoologue, qu'il savait beaucoup plus de choses sur la sexualité des animaux qu'il étudiait que sur les humains, parce que c'était un grand tabou. Un des résultats de Kinsey, moi, qui m'avait beaucoup intéressé, c'est qu'il avait dit que il n'avait trouvé aucun homme qui était complètement ignorant de la sexualité, tandis qu'ils ont rencontré des femmes des femmes assez âgées d'ailleurs, qui ne savaient pas du tout ce qu'était la sexualité. Alors je crois que maintenant ça n'existerait plus, si vous voulez. Mais à l'époque, moi, c'était un des résultats que j'avais noté qui m'intéressait. Une des choses, moi, que je notais aussi, que j'avais noté, moi, avec mon regard féministe, c'était que, en effet, c'était les hommes, la plupart du temps, qui commençaient l'acte sexuel, qui l'initiaient, qui le recherchaient, qui le conduisaient et qui le terminaient. Le troisième résultat qui m'avait frappé aussi, c'est par rapport à l'expérience des femmes, toujours. Il disait que les femmes qui n'avaient pas fait d'études, les jeunes filles qui n'avaient pas fait d'études, commençaient leur expérience sexuelle bien avant celles qui avaient fait des études. Mais que finalement, celles qui avaient fait des études se rattrapaient, si vous voulez, parce qu'elles arrivaient après beaucoup mieux à l'orgasme que les autres. Donc là, il y avait une histoire de classe aussi qui se rajoutait au problème des femmes, qui démontrait que les femmes qui faisaient des études étaient quand même, se libéraient mieux
que celles qui n'en faisaient pas. Grâce à mai 68, quelles victoires ont été obtenues du point de vue féministe ? Ben rien. Rien, c'est après. Disons qu'une graine était plantée et qu'elle allait peut-être germer par la suite. Oui, plus qu'une graine. Enfin, ça a vraiment été une révolution, une secousse. Je pense une secousse dans les mentalités, mai 68. Les psychologues ont commencé à expliquer que c'était important pour les parents d'écouter les enfants et pas simplement de les dominer. La rue, c'était leur monde. Et voilà que tu viens tondre le premier tract. À leurs femmes, dans leur rue, sous leur nez. Incroyable. D'ailleurs, ils n'y croient pas. Ils jettent le papier qu'ils ont pris. De tes mains, à toi, leur femme. Ah, mais... Et tu n'oses rien dire, car tu ne connais pas encore ta force. Demain, tu parleras, et tes mots seront lourds de haine. Le Torchon Brûle numéro 0, décembre 70. En 1970, le mouvement de libération des femmes naît de la fusion de plusieurs groupes féministes, dont le vôtre. Oui, qui ne se disent pas féministes, parce que c'était bourgeois. Là aussi, c'était une espèce de vue un peu marxiste des choses, si vous voulez, de l'époque, c'est-à-dire les classes sociales. C'est vrai qu'au XIXe siècle, il n'y a pas eu, ce n'était pas le mouvement ouvrier qui a prôné le féminisme. C'est vrai que c'était des bourgeoises. Conclusion, c'était des bourgeoises au XIXe siècle. Donc le mouvement féministe était bourgeois. Donc si on était révolutionnaire du bon côté, on ne pouvait pas être féministe. On ne pouvait pas être féministe. Voilà, c'était ça le raisonnement. D'accord. Donc il a fallu quand même en France, là encore je passe ça maintenant, en France que le marxisme perde beaucoup de son influence pour que le féminisme arrive à jaillir en fait. Alors, vous avez commencé à nous parler de ces réunions dans un appartement où vous étiez 20, 30. Ouais. C'est comme ça qu'est né le MLF finalement. Voilà, c'est comme ça. Dans des appartements privés. Nous, la première, je ne sais même pas comment c'est arrivé, on nous a dit, ben voilà, le groupe, on savait donc qu'il y avait ce groupe-là qui traînait comme ça, autour de la Sorbonne et tout ça, qui avait fait Libération des femmes, un article avec lequel on était complètement d'accord sur Libération des femmes et tout, on voulait les rencontrer. On nous a dit, voilà, il faut aller à tel endroit. C'est un peu comme ça que ça se passait au début. Hein. On était en contact avec des gens, et puis, bon, maintenant ça se passerait sur les Facebook, réseaux sociaux, oui. Mais à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc c'était un peu, ah ben oui, tu sais, tu as entendu, etc. Voilà. De 70 à 72, il a commencé à y avoir plein de groupes. Donc chacun a vécu son MLF dans le groupe qu'il arrangeait. Hein, bon. Alors, si vous voulez, les réunions comme ça qui étaient jusqu'à 2h du matin, ça convenait quand même plus aux femmes qui avaient des métiers, disons, un peu d'artistes, hein, qui n'avaient pas des horaires réguliers et qui n'avaient pas d'enfants. Bien sûr. Non plus. Hein. Donc moi, je les ai pas toutes, j'étais pas tout le temps là non plus puisque je faisais partie de la catégorie. Voilà. Donc il y avait un noyau comme ça du MLF de femmes très libres et finalement c'était les lesbiennes. C'était les plus libres. Et elles ont fini par l'admettre. C'est-à-dire qu'au début, elles n'osaient pas dire qu'elles étaient lesbiennes de peur de déconsidérer le mouvement. Après, elles se sont rendues compte qu'effectivement, c'était le noyau le plus engagé. Voilà. Donc, elles l'ont dit. Et c'est à ce moment-là qu'a commencé... Ça a changé quelque chose qu'elles le disent, entre vous ? Non, ça n'a pas changé, parce qu'il y avait la libération sexuelle. Il y a eu la libération de l'homosexualité, d'un seul coup. Ça aussi, c'était un énorme tabou, l'homosexualité. C'était la suite de mai 68, tout ça. Hein. Qu'est-ce que vous disiez jusqu'à 2h du matin ? De quoi est-ce qu'on parlait ? Alors, on parlait sans ordre du jour. C'était complètement anarchiste. Donc, on parlait de tout. Et surtout, justement, on s'est mis à parler d'avortement. D'accord. Et là, je me suis dit, c'est formidable. On prend enfin un vrai problème. Un problème sanglant, puisque c'est les problèmes sanglants qui intéressent les gens.
et pas les petits problèmes de bonnes femmes qui s'ennuient, qui voudraient avoir une autre vie que ce qu'elles ont. Voilà. Donc vous prépariez aussi des actions, puisque le MLF n'était pas qu'un endroit où on débattait d'idées. Vous avez mené des actions. Alors, il y avait différentes actions. Bon, la plus célèbre, ça a été l'Arc de Triomphe, la tombe du soldat inconnu, puisqu'il y avait plus inconnu que lui, c'était sa femme. Ça, c'était magnifique. Ça, c'était en août 70. Ça, c'était en août 70, c'était juste quand commençait le MLF. Et qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Vous vous êtes rendu là-bas? Alors non, moi j'étais pas là parce que j'étais en Norvège avec ma famille. Donc j'y étais pas. Vos collègues, entre guillemets, qu'est-ce qui s'est passé? Anne y était, Anne Zelensky et tout ça. Elles ont mis une banderole et elles se sont fait enlever gentiment, je crois, après par la police. Mais elles avaient averti. Alors il y avait justement une journaliste, la presse a commencé à en parler. On se rendait bien compte que la seule manière de faire sauter ce blocage, c'était d'avoir non pas le raisonnement, comme on essayait de l'avoir, mais des actions un peu provocatrices. Et c'est ça que le MLF a commencé à faire, des actions provocatrices. 1 million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées, alors que cette opération, pratiquée sous contrôle médical, est des plus simples. On fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté. De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l'avortement libre. Ces mots, ce sont ceux de Simone de Beauvoir, les premiers du manifeste des 343 publié en 1971 dans le Nouvel Observateur. Il s'agit de 343 femmes qui déclarent publiquement avoir avorté. Et avec ça, elles encourent des poursuites pénales. Vous nous parliez de l'avortement. Effectivement, ça a été un combat important. La situation à l'époque? Eh bien, l'avortement était interdit. Donc, les gens qui avaient de l'argent allaient en Suisse. Ou peut-être en Belgique, je ne sais pas, enfin, ou en Angleterre. Voilà. Et sinon, eh bien, il y avait des méthodes lamentables. Certaines en mouraient, d'ailleurs. Certaines en mouraient. Et puis, il y avait des médecins qui s'amusaient à les faire souffrir parce que c'était des salopes. Il fallait leur faire comprendre, voilà, les punir. Donc, c'était absolument abominable. Ce combat, il a aussi été mené par le planning familial. Et finalement, l'avortement a été légalisé en 1975. Ça a dû être une énorme satisfaction. Et finalement, ça a été, entre guillemets, assez rapide. Oui, finalement, oui. Les choses étaient assez mûres, disons. Aujourd'hui, le combat pour l'avortement n'est pas complètement fini, puisque certains médecins, on ignore leur nombre, refusent de pratiquer les IVG. Ils font jouer leur clause de conscience, si bien qu'il existe en France des zones où l'accès à l'avortement est tendu. 45 ans après, c'est quelque chose qui vous surprend? Non, ça me surprend pas parce que je pense toujours que le tabou de la sexualité est énorme, que tout ce qui se passe autour, y compris l'avortement, il s'agit quand même d'une vie qui va naître, disons. Donc c'est quand même violent de décider. Moi personnellement, je suis pour l'avortement, bien entendu, mais ça reste quelque chose de violent et qu'on aimerait qui n'existe pas. Comment s'est poursuivi votre engagement féministe après tout ça dans les années 75 ? Alors, à partir des années 75, en fait, je me suis un peu désinvestie de ce qui se passait parce que, au fond, moi, j'avais commencé parce que je trouvais ça scandaleux qu'il n'y a personne qui s'occupe du mouvement, de ce qui se passait. Et puis, il y avait tellement de groupes maintenant que je me suis dit, ils n'ont plus besoin de moi, vraiment, c'est pas la peine. Hein. Et donc, j'ai commencé à regarder d'autres questions qui m'importaient. Et donc, moi, j'ai joint le mouvement sur l'identité juive de la part de personnes comme moi qui étaient laïques en principe, quoi, qui n'étaient pas du tout religieuses. J'imagine que vous avez quand même continué à regarder ce qui se faisait du côté du féminisme. Je continue. Alors, quel regard vous portez sur la société actuellement ? Alors, écoutez, je suis très contente de voir qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Qu'après, disons, il y a eu plusieurs révolutions.
On a le droit de participer à la société, ça c'était le vote, la bataille du vote. Ensuite, on veut notre corps, c'était une énorme révolution aussi, celle qui consiste à dire notre corps, c'est nous qui décidons pour notre corps. Et maintenant, effectivement, il y a une troisième révolution en route avec le MeToo, qui est un peu périlleuse, qui peut aller un peu loin, il faut faire attention, parce qu'il s'agit des relations profondes entre les hommes et les femmes. Donc ça, ça va encore nous amener très loin. À chaque épisode, notre première dame nous livre une anecdote amusante, gênante ou révoltante. Bref, un épisode qui vous a marqué, Jacqueline Feldman. Alors c'est une anecdote qui m'a amusée, disons, qui est amusante, qui est illustratif, si vous voulez, de ce qu'était le tabou sexuel, toujours, à l'époque. Alors je vous ai raconté que j'ai été donc invitée à cette émission de la radio, organisée par Colette Garrigue, et que j'étais venue avec la ferme intention de parler de la sexualité à travers Kinsey, et que j'avais même pris un autre nom, enfin... Un pseudonyme. Un pseudonyme, voilà, j'avais pris un pseudonyme à cet effet-là, voilà. Et puis, j'en avais averti ma sœur, mais certainement pas ma mère. Mais j'avais pas du tout de discussion avec elle sur aucun sujet, hein. Donc voilà, j'avais des plutôt mauvais rapports avec elle et je m'étais un peu échappée de la maison comme ça et de ma mère. Et ma sœur me dit, tu sais, maman pense avoir reconnu ta voix. Et alors elle vous en a parlé ? Non, et moi non plus. Donc vous avez jamais su si non, elle vous parce avait que je entendu. n'avais pas envie. Oui, je pense qu'elle m'avait entendu. Effectivement, elle a reconnu ma voix. Les voix, c'est très reconnaissable. Voilà. Mais non, je n'étais pas assez bien avec elle, pas assez en confiance pour lui parler de ça. Pour terminer sur cette histoire de pseudonyme, vous vous appeliez Aline Berthaud. Pourquoi ? C'est l'anagramme d'un village de mon enfance, auquel je tiens beaucoup et que j'ai toujours en moi. On passe maintenant au quiz. Alors c'est marrant parce que vous en avez parlé tout à l'heure. Françoise Sagan ou Marguerite Duras ? Marguerite Duras parce qu'elle a vraiment été au MLF. Auteur ou autrice ? Alors moi je dis souvent, c'est comme chercheur si vous voulez, je dis souvent auteur et chercheur. Et puis je choisis selon un peu le contexte, si j'ai envie d'insister ou pas. Pour l'instant, j'en profite du fait qu'on a le droit un peu de créer, on est en train de créer la nouvelle orthographe. Discussion ou manifestation ? Ça dépend des moments. Quelquefois il faut des manifestations et quelquefois il faut des discussions. Merci beaucoup Jacqueline Feldman. Je vous remercie. Si cet épisode vous a plu, aimez-le, mettez-lui plein d'étoiles sur votre plateforme d'écoute et puis surtout abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas également à en parler autour de vous. Et puis nous, on se retrouve dans un mois. D'ici là, on reste évidemment en contact. Twitter, Facebook, Instagram maintenant. Première Dame, le podcast. Ciao, ciao.